Une armée russe qui a aussi lancé une salve de drones sur 15 régions ukrainiennes, la cible des infrastructures énergétiques. Plus nombreux et mieux équipés que leurs ennemis, les soldats de Moscou ont hissé mercredi leur drapeau à Vuhledar. Située à la jonction des fronts Est et Sud, la ville est stratégique. Elle offre une vue dégagée sur les alentours, de quoi permettre au Kremlin de poursuivre son avancée vers Pokrovsk, autre ville clé pour la logistique ukrainienne. Ils ne savaient rien. On leur a donné une image, on leur a demandé de la regarder et de me dire ce qu'elle signifiait. Mais ils ne savaient rien. Voilà la réalité des analystes du renseignement aujourd'hui. Ils ne savent rien. Alors, revenons à notre sujet. Qui conseille aujourd'hui les décideurs au sujet de la Russie? Nous n'avons pas d'experts russes. Nous avons des gens que nous qualifions d'experts russes. Nous n'avons pas d'analystes russes. Nous avons des gens que nous appelons des analystes russes, mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas la compréhension détaillée, ils n'ont pas une véritable appréciation. Ils sont enfermés dans une vision très restreinte, après avoir évolué dans un système qui n'encourage ni l'expansion intellectuelle, ni l'ouverture culturelle, mais qui impose « vous devez être formaté ». Vous savez, on vous façonne, on vous cuit, tout le monde est identique. Formation russophobe. Vous êtes censé vous méfier des Russes, ne croire à rien de ce qu'ils disent, ne rien croire des déclarations russes, vous voyez, blabla. Et au final, vous obtenez de mauvais conseils. De mauvais conseils. Voilà ce qui se passe aujourd'hui lorsque les décideurs reçoivent des avis sur tout ce qui touche à la Russie. Nous n'avons plus d'experts. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une analyse détaillée du rôle crucial joué par le Su-57, le chasseur le plus avancé de la Russie, dans le conflit en cours avec l'Ukraine. Selon l'expert Scott Ritter, l'intégration du Su-57 dans les opérations de combat marque un tournant stratégique majeur dans cette guerre. L'augmentation de l'utilisation du Su-57. Depuis début 2024, l'utilisation du Su-57 a connu une hausse spectaculaire. Plus de 40 frappes aériennes distinctes ont déjà été menées avec ces avions, illustrant la volonté de la Russie d'exploiter pleinement leurs capacités furtives. Ces appareils sont désormais au centre des frappes de précision à longue portée, ciblant des infrastructures clés et des positions militaires en territoire ukrainien, tout en évitant la détection par les systèmes de défense soutenus par l'OTAN. Une révolution stratégique sur le champ de bataille. Nous allons examiner comment ces chasseurs de 5e génération, combinés à des armements avancés tels que le missile de croisière K-69, redéfinissent le champ de bataille. Il ne s'agit pas seulement de forces brutes. C'est une véritable révolution stratégique qui oblige l'Ukraine et ses alliés à réévaluer leur approche face à la guerre moderne. L'évolution du Su-57 dans les opérations russes. Mais avant d'entrer dans les détails des capacités du Su-57, revenons sur son évolution dans les opérations militaires russes et voyons comment il influence le cours du conflit. Ces derniers mois, ce chasseur furtif a pris une place de plus en plus importante sur le champ de bataille ukrainien. La Russie, qui utilisait auparavant ses avions avec parcimonie, a maintenant réalisé plus de 40 frappes aériennes confirmées avec eux. Un changement dans la stratégie militaire russe. Comme l'a observé Scott Ritter dans sa dernière analyse, cette augmentation témoigne d'un changement plus large dans la stratégie militaire russe, qui repose de plus en plus sur le Su-57 pour assurer la supériorité aérienne tout en frappant des cibles en Ukraine. Mais pourquoi ce changement maintenant? La réponse réside à la fois dans les avantages stratégiques de l'avion et dans l'accroissement de la flotte de Su-57. Une flotte en pleine expansion. Au début du conflit, la Russie ne comptait que quelques Su-57 opérationnels. Lors de son premier vol en 2010, la Russie avait de grands objectifs, espérant produire 60 avions d'ici 2020. Cependant, des retards de production dus à des problèmes techniques et aux sanctions internationales ont repoussé l'entrée en service du premier Su-57 à 2020.
Mais d'ici début 2024, la situation a radicalement changé. Aujourd'hui, la Russie possède une flotte de 25 Su-57 et ce nombre devrait passer à 45 d'ici la fin de l'année. Cette augmentation rapide a permis à l'armée de l'air russe d'intensifier l'utilisation de ces appareils, en concentrant leur mission sur des frappes à longue portée en Ukraine. Les avantages tactiques du Su-57. Le principal atout du Su-57 réside dans sa furtivité, qui lui permet d'opérer depuis l'espace aérien russe sans avoir à affronter directement les défenses aériennes ukrainiennes. Cette capacité a été essentielle ces derniers mois, car les systèmes de défense soutenus par l'OTAN sont devenus de plus en plus sophistiqués. Cependant, grâce à sa technologie furtive et à sa capacité à transporter des missiles comme le Kh-69, le Su-57 parvient à contourner ses défenses presque complètement. Le rôle croissant du Su-57 dans le conflit. Avec l'expansion de sa production, le Su-57 est destiné à jouer un rôle encore plus central dans le conflit. L'ajout de 12 nouveaux appareils en 2023 montre la volonté de la Russie d'intégrer ce chasseur dans sa stratégie militaire. L'armée ukrainienne revendique avoir frappé le terminal pétrolier de Féodossia. C'est le plus important réservoir de carburant russe sur la péninsule de Crimée. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014. Les autorités d'occupation russes indiquent qu'une partie du port de Féodossia est privée d'électricité et que des voies de chemin de fer sont interrompues. L'armée ukrainienne cherche à freiner l'avancée des troupes russes et à enrayer ses lignes d'approvisionnement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la guerre est entrée dans une phase très importante. Kiev espère convaincre ses alliés occidentaux de laisser l'armée ukrainienne utiliser ses missiles longue portée contre des cibles situées sur le sol russe. Selon l'Ukraine, dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée russe a tiré des dizaines de drones et au moins 6 missiles, dont 3 en direction de la capitale. Le maire de Kiev explique que la chute de débris a causé d'importants dégâts matériels et provoqué un début d'incendie. Le missile Kh-69, un arsenal redoutable. Mais le Su-57 n'est pas seulement un avion furtif. Sa véritable force réside dans l'arsenal avancé qu'il transporte. Examinons de plus près le missile de croisière Kh-69, un élément clé de la puissance de frappe à longue portée de la Russie. Conçu pour s'allier aux capacités furtives du Su-57, le Kh-69 est désormais au cœur de l'évolution du rôle de cet appareil dans la guerre moderne. Le Kh-69 est un missile guidé de précision, capable de frapper des cibles à grande distance tout en évitant la détection par des systèmes radars avancés. Examinons ce qui fait de ce missile un outil si redoutable dans l'arsenal russe. Tout d'abord, le Kh-69 se distingue par ses dimensions et son poids. Avec une longueur de 4,19 mètres et un poids de 770 kg, c'est un missile imposant conçu pour des attaques à longue portée. Sa tête chercheuse pèse 310 kg, le rendant particulièrement efficace pour viser des infrastructures critiques et des structures fortifiées dans l'effort de guerre ukrainien. La conception du missile ajoute à sa dangerosité. Fabriqué avec des matériaux absorbants pour le radar, le Kh-69 présente une section radar réduite, le rendant extrêmement difficile à détecter ou à intercepter par les systèmes de défense ennemis. En termes de portée, la version russe du Kh-69 peut atteindre une distance maximale de 400 km, tandis que la variante d'exportation frappe des cibles jusqu'à 290 km. Cette portée permet à la Russie de mener des frappes sur l'infrastructure ukrainienne sans risquer ses avions dans l'espace aérien ukrainien. Pour donner une idée, les avions F-35 de l'OTAN, bien que similaires sur plusieurs aspects, ne peuvent transporter que 2 missiles à longue portée, avec une portée maximale de 350 km. En comparaison, le Su-57 peut transporter 4 missiles K-69 dans son compartiment interne, doublant ainsi sa puissance de feu tout en permettant des frappes à distance sécurisées. L'un des principaux atouts du K-69 est son système de guidage. Ce missile utilise une combinaison de navigation inertielle, de données satellites et de technologies de correspondance d'images, atteignant sa cible avec une précision extrême dans un rayon de 7 mètres. Ce niveau de précision en fait une arme idéale pour viser des cibles de grande valeur, telles que des centres de commandement, des aérodromes et des centrales électriques. En avril 2024, un K-69, lancé depuis un Su-57,
a frappé la centrale électrique de Tripoli, près de Kiev, provoquant d'importantes perturbations dans le réseau électrique ukrainien et paralysant une partie de l'infrastructure de la capitale. Capable de frapper profondément à l'intérieur du territoire ukrainien, le K-69, associé à la furtivité du Su-57, offre à la Russie une combinaison redoutable de précision et d'évasion. Ce n'est donc pas surprenant que la Russie ait fortement compté sur ce missile ces derniers mois pour affaiblir les infrastructures militaires et civiles ukrainiennes. L'ascension du Su-57. Mais pourquoi le Su-57 est-il devenu un acteur clé dans ce conflit récemment? Il est essentiel de comprendre comment la Russie a renforcé ses capacités de production. La production a longtemps été un des principaux défis pour la Russie concernant le Su-57. Comme l'a souligné l'inspecteur Scott Ritter, les campagnes militaires reposent sur un approvisionnement constant en armement avancé. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie a travaillé intensivement pour augmenter la production de ses jets. En 2010, lorsque le prototype du Su-57, le T-50, a effectué son premier vol, la Russie avait des projets ambitieux. L'objectif initial était de produire 60 jets d'ici 2020, mais des retards techniques et économiques ont considérablement repoussé ce calendrier. Le premier Su-57 opérationnel n'est entré en service qu'en 2020, et même alors, la Russie ne disposait que d'une poignée de ces avions. Toutefois, en 2023, la production s'est accélérée, avec l'ajout de 12 nouveaux Su-57, portant le nombre total à 25 au début de 2024. D'ici la fin de cette année, la Russie prévoit d'avoir une flotte de 45 Su-57, marquant ainsi une étape importante dans ses capacités de déploiement. Cette augmentation de la production a eu des répercussions directes sur le champ de bataille. Avec plus de jets disponibles, la Russie a pu les déployer plus fréquemment, assurant ainsi un taux de disponibilité opérationnelle plus élevé. Une flotte plus importante permet à la Russie d'utiliser régulièrement le Su-57 en Ukraine sans craindre de surutilisation ou de baisse d'efficacité. Il convient également de noter que l'armement du Su-57, notamment le missile K-69, est produit en plus grande quantité, garantissant que l'armée de l'air russe peut continuer à mener des frappes de précision à longue portée sans craindre de manquer de munitions. Ces derniers mois, la Russie a ainsi maintenu un rythme élevé d'opérations, avec plus de 40 frappes réalisées uniquement par des jets Su-57. L'augmentation des capacités de production a non seulement élargi les options militaires de la Russie, mais a aussi permis des opérations plus soutenues. Un élément crucial à mesure que le conflit entre dans une nouvelle phase. Cependant, alors que la Russie renforce ses capacités aériennes, les défenses ukrainiennes subissent une pression accrue. Le drapeau russe hissé dans la ville de Vuhledar en Ukraine. Après 2 ans et demi de combats acharnés, Kiev annonce le retrait de ses troupes de la ville. Le commandement a donné la permission de retirer les unités de Vuhledar afin de préserver les troupes et l'équipement militaire et de prendre position en vue de manœuvres futures. Face à des unités russes plus nombreuses et mieux équipées, les forces ukrainiennes ont accusé de lourdes pertes dans cette zone. Si la Russie y a multiplié les attaques, c'est parce qu'elle est stratégique, située à la jonction des fronts Est et des fronts Sud. Vuhledar se trouve aussi en haut d'une colline et offre une vue dégagée sur les villes alentours, de quoi permettre au Kremlin de poursuivre son avancée vers Pokrovsk, une ville clé pour la logistique ukrainienne. Cette victoire des Russes est aussi symbolique. Elle illustre les difficultés croissantes de l'Ukraine dans l'est du pays et sonne la fin de la stabilité de cette partie de la ligne de front après 2 ans avec peu d'évolution. Impact sur la défense de l'Ukraine. Les défenses aériennes de l'Ukraine se sont nettement améliorées depuis le début du conflit, grâce à une aide significative de l'OTAN en matière de renseignement et de matériel. Toutefois, l'introduction du Su-57 a posé de nouveaux défis aux forces ukrainiennes. Comme l'a expliqué l'inspecteur Scott Ritter, les capacités furtives du Su-57 ont rendu extrêmement difficile la détection de ces avions par les radars ukrainiens, notamment lorsqu'ils lancent des frappes à longue portée depuis l'espace aérien russe. Le missile K-69, conçu pour échapper aux radars et aux systèmes de défense aérienne, ajoute une complexité supplémentaire. Avec sa faible section radar,
il peut contourner les défenses ukrainiennes existantes, même celles spécifiquement conçues pour intercepter des missiles à longue portée. La combinaison d'un avion furtif et de missiles furtifs s'avère particulièrement complexe à contrer pour les forces ukrainiennes, malgré leurs efforts. En avril, lors de l'attaque contre la centrale électrique de Tripoli, les défenses ukrainiennes n'ont pas pu réagir à temps, causant ainsi des dommages considérables aux infrastructures énergétiques du pays. Cet événement souligne les défis auxquels l'Ukraine est confrontée face à ces frappes de précision. L'Ukraine s'apprête à recevoir des F-16 de l'OTAN, mais ces avions risquent de ne pas rivaliser avec les capacités furtives et les missiles longue portée du Su-57 russe. Même avec une formation intensive de l'OTAN, les pilotes ukrainiens devront surmonter une courbe d'apprentissage abrupte pour maîtriser ces nouveaux appareils dans un environnement extrêmement périlleux, dominé par des jets russes plus avancés. La capacité du Su-57 à opérer furtivement tout en lançant des missiles guidés de précision à distance sécurisée a affaibli la défense ukrainienne, notamment pour protéger ses infrastructures stratégiques. Alors que la Russie continue d'élargir sa flotte et d'accumuler des missiles K-69, il est probable que des frappes similaires à celles de Tripoli se reproduisent, ce qui intensifiera encore la pression sur les défenses ukrainiennes. Avec un conflit qui ne montre aucun signe de ralentissement, le Su-57 est voué à jouer un rôle encore plus central dans les mois à venir. Il est clair que ce chasseur furtif restera un élément clé de la campagne aérienne russe en Ukraine. À mesure que davantage d'appareils sortent des lignes de production et que des missiles K-69 sont déployés, l'importance du Su-57 dans ce conflit ne cessera de croître. Grâce à sa capacité à opérer depuis l'espace aérien russe, tout en frappant des cibles profondément en territoire ukrainien, le Su-57 procure à la Russie un avantage stratégique de taille, difficile à contrer à court terme. Si la Russie parvient à maintenir un taux de disponibilité opérationnelle élevé, avec une cible de 60% pour sa flotte de Su-57, tout en assurant un approvisionnement constant en missiles K-69, la pression sur l'Ukraine continuera de croître. Cette combinaison d'avions furtifs, de missiles de précision et de capacités de frappe à longue portée forcera l'Ukraine à réorienter ses ressources, non plus pour ses opérations sur le front, mais pour protéger ses infrastructures stratégiques et ses actifs militaires des frappes aériennes russes. Comme l'a souligné l'inspecteur Scott Ritter, la capacité du Su-57 à projeter de la puissance à distance, tout en échappant aux défenses aériennes ennemies, marque un tournant majeur dans la guerre moderne. Dans les mois à venir, le Su-57 sera probablement utilisé pour des frappes encore plus stratégiques, visant les centres de commandement et de contrôle de l'Ukraine, ses infrastructures énergétiques et ses aérodromes. En conclusion, le Su-57 n'est plus seulement un symbole de la supériorité aérienne russe, il est devenu un pilier central de la stratégie militaire de la Russie dans ce conflit. Comme l'a souligné Scott Ritter, l'usage croissant du Su-57, combiné à son arsenal sophistiqué, modifie profondément le champ de bataille en Ukraine. Avec l'augmentation rapide de la production de ces avions et la multiplication des missiles K-69, le Su-57 devient non seulement le symbole de la domination aérienne russe, mais aussi un élément clé de la stratégie visant à surpasser et neutraliser les forces ukrainiennes. Au cours des dernières 24 heures, la Russie et l'Ukraine ont poursuivi les affrontements militaires. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les forces russes avaient déjoué 5 tentatives des troupes ukrainiennes de pénétrer à Koursk, tout en continuant à frapper les soldats ukrainiens dans la région. La défense ukrainienne a de son côté affirmé que leurs forces avaient repris une usine de granulats russes située dans la ville de Vovchansk et qu'elles avaient éliminé tous les soldats russes qui étaient sur place. L'Ukraine a également signalé que des zones résidentielles de la ville de Kharkov avaient été attaquées par les forces russes, faisant 3 morts et 24 blessés. Des fonctionnaires américains ont révélé que les États-Unis allaient fournir un soutien militaire supplémentaire d'environ 375 millions de dollars à l'Ukraine. Depuis le début du conflit, les États-Unis ont fourni à Kiev une aide militaire d'une valeur de plus de 56,2 milliards de dollars. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses approfondies sur ce conflit. Prenez soin de vous et passez une excellente journée.